Dans l'actualité ce vendredi au Bénin, la rencontre de Patrice Talon hier avec la presse béninoise au palais de la Marina. Le président de la République a répondu aux préoccupations des professionnels des médias. Politique nationale et sous-régionale, économie et réforme administrative dans certains secteurs au Bénin sont les grands sujets abordés par Patrice Talon. Les explications du chef de l'État à suivre dans ce journal. À suivre également le pôle Biovalor, initié par la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi et ses partenaires, entre dans sa phase opérationnelle. C'est un espace de 10 hectares situé dans la commune de Zell et qui abrite son site de production d'expérimentation. Les images de son inauguration dans cette édition. La chambre judiciaire de la Cour suprême du Bénin a un nouveau président. Il a pour nom Villon André Sagbo, un magistrat qui précédemment a été conseiller et secrétaire général de cette haute juridiction en matière administrative. Nous vous ferons vivre la cérémonie officielle de son installation. Voilà pour le programme de ce soir. Bonsoir à tous. Patrice Talon a rencontré hier la presse béninoise au palais de la Marina. Le numéro 1 des Béninois a répondu à plusieurs préoccupations des hommes des médias, notamment les sujets d'ordre politique de l'heure. Patrice Talon a abordé également d'autres sujets brûlants de l'actualité. On écoute. J'ai entendu, comme tout le monde, que depuis quelque temps, on confond notre réalité au Bénin avec celle de l'Afrique ou de la sous-région, qui donne le sentiment que, à la fin des deuxièmes mandats, qui sont prescrits comme dernier mandat des présidents d'exercice, les concernés tentent de briguer un troisième mandat avec divers prétextes. Et cela a tellement traumatisé les peuples africains que désormais on soupçonne tout le monde, à la fin du deuxième mandat, de chercher les voies et moyens pour contourner les dispositions constitutionnelles, que pourtant tout le monde accepte. On les consigne dans la Constitution et puis à la fin on trouve les moyens de chercher un troisième, un quatrième mandat. Mais moi j'ai quand même espéré que cette question est derrière nous depuis un temps. Le Bénin fait son chemin. C'est vrai, nous n'avons de leçons à donner à personne, mais nous faisons notre chemin de manière admirable, n'est-ce pas? En tout cas, de la manière dont nous-mêmes nous observons nos efforts. Et il y a quelques années, à l'occasion d'une modification, je crois de la dernière modification de notre Constitution, on a fini par faire cet exercice-là. Parce que quand un président est en exercice, il lui est pratiquement interdit de toucher la Constitution, quel que soit le motif, parce qu'on soupçonne de placer une virgule à tête de modification et puis de décréter que c'est une nouvelle Constitution ou une nouvelle République, pour remettre les compteurs à zéro, le compteur de décompte des mandats. Donc depuis 2019, nous avons espéré avoir réglé définitivement cette question-là au Bénin. Et à mon initiative, nous avons précisé dans la Constitution que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats, que la Constitution soit nouvelle, qu'il s'agisse d'une nouvelle république, qu'il s'agisse de quoi que ce soit. Aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats en qualité de président de la République. Et nous avons tous pensé qu'une fois que cela est inscrit dans notre Constitution, ou bien toutes les fois que cette phrase reviendra dans n'importe quelle constitution, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit modifiée ou non, toutes les fois que cette phrase figurera dans la Constitution, il n'y aura plus aucune raison de soupçonner un président en exercice de vouloir faire un troisième mandat. Et d'être passé pour être acquis. Puis, la fin de s'annonçant, on revient encore sur cette question, comme si cet acquis, cette phrase qui est dans la Constitution, comme si soit on s'apprête à l'évacuer, à les sortir de la Constitution, soit
même si elle demeure dans la Constitution, elle n'est plus suffisante pour nous apaiser sur cette question-là. C'est malheureux. Parce qu'en fait, ce sont les acteurs politiques qui agitent cela, juste pour se donner une raison d'exister, pour créer de la polémique, pour animer le débat politique avec un sujet qui, en fait, n'en est pas un. La question que vous me posez, M. Plogan, vous êtes journaliste. Et je vais commencer par vous répondre à partir de... Parce que moi, j'ai lu le document en question, la proposition de loi en question, et je n'ai pas vu dans sa proposition de loi qu'il souhaite qu'on estirpe, qu'on sorte de la Constitution cette phrase-là, que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats, de sa vie, qu'il s'agisse d'une nouvelle Constitution ou non. Mais tant que cette phrase demeure dans la Constitution, il n'y a aucune raison qu'on me soupçonne de vouloir faire comme tout le monde, comme ça se passe ailleurs. D'autant que c'est moi qui ai pris l'initiative il y a quelque temps. Alors, est-ce que, à l'occasion de cette retouche, cette petite modification technique, est-ce que les gens seront tentés d'enlever la phrase de la Constitution? C'est peut-être ça la crainte de ceux que j'estime être de bonne foi. Attention, c'est une bonne phrase qui est dans la Constitution, c'est très bien, mais est-ce qu'à l'occasion de l'examen d'une retouche technique, les uns et les autres ne seraient pas tentés d'enlever cette phrase-là? Je crois que personne au Bénin ne pourra le faire. Personne au Bénin. Il n'y a pas un Béninois sur les bientôt 13 millions que nous sommes qui veuille bien que cela se passe. Personne. À commencer par moi-même. Au-delà de la politique nationale et ces sujets brûlants, eh bien, le chef de l'État s'est également prononcé sur l'actualité du Niger avec la fermeture des frontières qui perdurent dans le temps. Sur la question, voici la réponse de Patrice Talon. Des sanctions ont été prononcées contre le Niger. Et des sanctions dures, qui en fait ne sont pas destinées à durer dans le temps. C'est des mesures, quand on les prend, on estime que, bon, au bout de quelques jours, quelques semaines, ça va se faire. Ils vont revenir à l'ordre. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois passent. Ça ne change rien. C'est pour ça que j'ai eu à le dire, il n'y a pas longtemps, que le moment est arrivé pour faire le point. Savoir si les mesures qui ont été prises ont produit leurs effets ou non. Quand ce n'est pas des mesures qui sont destinées à durer dans le temps, parce que ça pose des préjudices graves aux populations, il faut être réaliste. Et d'ailleurs, le président béninois, le président togolais, nigérien et consorts, ils ne vivent pas au Niger, ni au Burkina. Donc parfois aussi, il faut être humble. Nous ne savons pas quelles sont les vraies réalités de ces pays-là. Mais nous sommes dans notre rôle. Mais peut-être dans son rôle, et parfois être acteur de la plaque. Ce qu'on nous demande dans la vie, c'est d'être de bonne foi. Et chaque fois que nous prenons une décision, que ce soit guidé par la bonne foi. Est-ce qu'au moment où cette décision a été prise, on était de bonne foi? Est-ce que ce n'était pas normal qu'on prenne cette décision? Si aujourd'hui quelque chose se passe en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, ou ce qui se passe, est-ce que si ce n'est pas bien, est-ce qu'il ne faudrait pas que la communauté dénonce que ce n'est pas bien? Si demain quelque chose se passe au Bénin, si demain quelque chose se passe au Togo, et ce n'est pas bien que la communauté dise non, ce n'est pas bien. Nous sommes dans notre rôle en disant ce n'est pas bien, il faut corriger, il ne faut pas que ça continue. Mais quand les peuples, la nature, la vie ou le sort, parfois nous imposent quelque chose, il faut être responsable, c'est celui qui sait prendre acte, constater que, malgré sa bonne foi, les choses ne se passent pas comme il souhaite, et dit bon, il faut tenir compte de ça. Et on a passé ce message au Niger. Je l'ai fait à titre personnel. Il dit le moment est arrivé où nous devons dire bon, maintenant, trêve des discussions, des relances, des recommandations, des sanctions et consorts. Dites-nous les annonces que vous voulez, on va vous accompagner. J'ai dit, moi, personnellement, je suis prêt, au sein de la conférence des chefs d'État, à défendre la position qui est la mienne aujourd'hui en disant le moment est arrivé pour qu'on fasse trêve de tout ça et qu'on repart de zéro et qu'on prenne acte de ce qui se passe. Et si les autorités nigériennes nous disent ce qu'ils veulent. Parce qu'après tout,
personne de la conférence des chefs d'État ne peut dire au nom des Nigériens ce qu'ils veulent. Vous voulez une transition? Vous ne voulez pas une transition? Vous voulez une transition de 6 mois ou de 4 ans ou de 5 ans? Mais dites-le. Puisque la responsabilité nous impose de ne pas statuer dans le vide. Pour statuer, il faut quelque chose. Dites-nous ce que vous voulez, on va statuer dessus et puis on va vous accompagner. Parce que le peuple du Niger est en difficulté avec ces sanctions-là depuis. Vous n'avez pas reçu de réponse. Peut-être qu'eux-mêmes, ils sont en train de discuter entre eux, ils n'ont pas encore une idée claire de ce qu'ils vont faire. Mais même quand c'est ainsi, dites-nous, écoutez, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, on vous dira quel va être le modèle. Aujourd'hui, on ne sait rien, je ne sais pas si vous savez quelque chose de ce qui va se faire au Niger. Et nous sommes les premiers à vouloir que les sanctions s'arrêtent. Moi, je suis pressé d'enlever les sanctions. Ça parce que ça pose des préjudices graves au Bénin. Non. Et je veux que les Béninois le sachent, ça. Ça cause des préjudices au Bénin, c'est sûr. Mais ça cause plus de préjudices au Niger qu'au Bénin. Nos frères nigériens souffrent plus que nous de ce qui se passe. Et ce sont nos frères et sœurs. Donc il est temps pour nous de lever ces mesures-là qui n'étaient pas destinées à durer. Brutalement, on apprend que les 3 pays, Burkina, Niger et Mali, sont sortis de la CEDEAO. Moi, cela m'a beaucoup peiné. Et même après cette décision, j'ai personnellement téléphoné à l'un d'entre eux. J'ai parlé au téléphone avec un des 3 présidents. À un moment donné, il faut tout dire. Et je lui ai dit, c'est pas bien. Les peuples ne nous ont pas élus pour les diviser. Moi, j'ai été élu au Bénin. Vous, vous êtes en fonction depuis dans votre pays. Et notre rôle, c'est de conduire le destin pendant un temps de la communauté globale, de la CEDEAO, de l'UMOA, pendant un temps. Mais la volonté des peuples, c'est de s'intégrer. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Niger. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Burkina ni du Mali. Et c'est vrai, il n'y a aucun problème entre les peuples de la communauté et le mois de la CEDEAO. Aucun problème. C'est au niveau des organes de la CEDEAO. La CEDEAO des peuples n'est pas en difficulté. Il n'y a aucun problème dans la CEDEAO des peuples. C'est au niveau de la conférence des chefs d'État, au niveau de la commission de la CEDEAO aussi bien de l'UMOA qu'il y a un problème. À la fin de cette conférence de presse, les professionnels des médias ont apprécié la qualité des explications de Patrice Talon sur les sujets d'actualité abordés. Leur vœu est de voir de pareilles rencontres se pérenniser avec beaucoup plus de discussions. J'avoue que c'est une première, parce que ça fait bientôt 8 ans. Ça fait longtemps qu'on demandait ça et nous voulons de l'avoir. C'est déjà heureux. Et j'espère bien que ce ne serait pas la première et la dernière fois. Et on le lui a fait savoir, je crois qu'il prendra bien note pour qu'à l'avenir, de façon épisodique, on puisse au moins avoir ces rencontres-là. Ce que j'ai retenu de façon globale, c'est que plusieurs sujets d'actualité, aussi bien nationales qu'internationales, ont été abordés. Et comme à ses habitudes, il n'a pas manqué de convaincre sur un certain nombre de sujets. Et on comprend que lorsqu'on est dans le feu de l'action, ce n'est pas facile. Mais toutes les fois qu'on est dans cette posture, il faut toujours avoir un peu d'avantage sur la tête pour pouvoir régler les problèmes. Pour le peu de temps qu'on a passé, je pense qu'il a abordé presque tous les sujets. Le cas du Niger, surtout la mise à la retraite par anticipation de certains agents. Il a donné les raisons profondes. Je pense qu'il a dit l'essentiel et on aurait souhaité qu'il communique cette fois-ci davantage avec son peuple. Mais il faut dire que le chef de l'État a été bien inspiré d'avoir décidé de partager un peu ses opinions par rapport à l'actualité sociopolitique. C'est vrai que c'est des choses qui n'arrivent pas souvent, mais il a été bien inspiré. Je pense que le débat ce matin a permis de voir clair et d'entrevoir l'avenir avec beaucoup de sérénité. Je pense que le chef de l'État doit inscrire ça dans son agenda pour les fois à venir, parce qu'au-delà des interventions de ses conseillers politiques, au-delà des interventions de ses
député à l'Assemblée nationale et surtout du porte-parole du gouvernement, il est toujours bon de voir le chef de l'État lui-même au devant de la scène, d'expliquer aux hommes des médias ce qui concerne telle ou telle autre actualité. Et pour l'avoir fait, l'opinion publique sera fixée réellement par rapport aux intentions du chef de l'État. Il faut dire que c'est une très bonne initiative. La presse a besoin d'écouter le chef de l'État, d'écouter les acteurs politiques, d'écouter les citoyens lambda pour recueillir leurs préoccupations. Parce que nous jouons un rôle de médiation pour que la démocratie marche. Alors, pour avoir assisté à cette séance, j'ai pu quand même, j'ai vu en face de moi un président, Patrice Talon, qui est conscient de la fin de son mandat et qui souhaite vivement que les choses se passent dans la convivialité. C'est vrai, on peut ne pas être d'avis, on peut ne pas partager ses explications, mais il faut quand même reconnaître la sincérité qu'il exprime et l'ambition, sa volonté de laisser le Bénin en paix et surtout de voir l'intégration régionale, la collaboration, la communauté de destin et qu'on a ensemble être viable, fiable et surtout durable. Autre volet de l'actualité, la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Bénin a un nouveau président. Il a pour nom Villon André Sagbo, un magistrat qui précédemment a été conseiller et secrétaire général de ce département judiciaire. Il a été investi dans ses nouvelles fonctions jeudi au siège de l'institution à Porto-Novo, la capitale. Regardez. Cette audience solennelle de la Cour suprême du Bénin consacre la prestation de serment et l'installation officielle du tout nouveau président de la Chambre judiciaire de cette institution. Le magistrat Villon André Sagbo, ancien conseiller et ancien secrétaire général de la Chambre judiciaire, a été promu à la présidence de ce département au regard du dynamisme et de la probité dont il a fait montre dans ses fonctions précédentes. Ainsi donc, il a désormais la charge du contrôle du pouvoir judiciaire par la cassation. Monsieur Villon André Sagbo, je ne doute pas un seul instant que vous êtes un exemple éloquent de la relève de qualité que souhaite le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature. Je ne voudrais pas conséquent, monsieur le président, vous voir dans la feuille de route dont nous sommes dotés. Si le délai de traitement des procédures de 16 mois dont nous avons convenu était respecté, la Chambre aura dans ses stocks et à ses rôles à la fin de l'année judiciaire en cours que des procédures datant de l'année 2023 et 2024. Le challenge est bien gros, bien difficile, j'en conviens. Mais nous devons de le relever parce que nous avons ensemble décidé de positionner notre juridiction dans la modernité. Une juridiction moderne est celle qui reste dans le temps de la justice. Temps de la justice qui n'est pas celui du juge, temps de la justice qui est celui du justiciable. Le magistrat Villon André Sagbo prend la mesure de la tâche qu'il attend et entend travailler en harmonie avec ses pairs pour atteindre de grands résultats. L'office du juge, c'est de rendre des décisions de qualité et dans un délai raisonnable. Donc, je n'ai pas de choix que de m'insérer dans cette dynamique. Au terme de cette cérémonie, Villon André Sagbo est renvoyé dans ses nouvelles fonctions de président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Bénin. Le partenariat entre le Millennium Challenge Corporation du gouvernement des États-Unis et le Bénin a 20 ans. Les deux parties se sont retrouvées à Cotonou, à la caserne des sapeurs-pompiers du port autonome de Cotonou. C'est pour se féliciter de la qualité des relations bilatérales et ensuite prendre de nouveaux engagements pour la pérennisation des acquis. Teddy Godalo. Avec le Bénin, l'agence indépendante d'aide au développement du gouvernement des États-Unis, Millennium Challenge Corporation, commémore ses 20 années d'existence. Le Bénin étant le seul pays partenaire au monde à être éligible au programme d'assistance du MCC, a bénéficié de plus de 540 milliards de francs CFA dans le cadre de 3 accords de dons, dont un est en cours d'exécution
et vise le secteur des transports. La clé de notre réussite, c'est l'engagement du gouvernement à travers le conseil d'administration des entités dénommées MCA, qui sont chargées de l'administration des accords de dons de MCC. C'est également le professionnalisme, l'éthique, l'excellence des Béninois qui travaillent pour les entités MCA. MCA Bénin 1, MCA Bénin 2 et plus récemment le MCA Bénin régional. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis au port de Cotonou. Un atout stratégique essentiel pour l'économie du Bénin. Il n'y a pas de meilleur symbole que le port de Cotonou pour démontrer l'impact économique apporté par les programmes d'assistance du MCC. Je voudrais remercier le directeur général du port et les autorités portuaires pour leur collaboration depuis de nombreuses années. Les subventions des États-Unis d'Amérique accordées par le MCC sont des dons sans intérêt permettant ainsi au Bénin d'investir dans les secteurs de l'eau, de la santé, de l'éducation et bien d'autres domaines. Depuis 2004, le gouvernement du Bénin a contribué à hauteur de 156 milliards de francs CFA à la mise en œuvre des programmes du MCC. Avec le premier accord de don, le MCC a accompagné le Bénin dans les réformes portuaires. C'est heureux que nous soyons ici au port pour célébrer ce 20e anniversaire. Le deuxième programme que j'ai eu l'honneur de superviser en qualité de président du conseil d'administration a permis au Bénin de se doter d'infrastructures et d'équipements modernes de dernière génération visant à contribuer au renforcement et à l'amélioration des performances du secteur de l'électricité au plan national. Des dizaines de milliers, j'allais dire des centaines de milliers de Béninois ont bénéficié donc de ce don. À travers cette commémoration, les deux parties prennent l'engagement de poursuivre la dynamique de coopération pour faire du Millennium Challenge Corporation un précieux atout de développement. Le pôle Biovalor, initié par la Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi et ses partenaires, entre dans sa phase opérationnelle. C'est un espace de 10 hectares situé dans la commune de Zé et qui abrite son site de production et d'expérimentation. L'inauguration du pôle soutenu par l'Agence française de développement a été faite jeudi. Regardez. C'est Djedenou, dans la commune de Zé, département de l'Atlantique, voit la concrétisation d'une initiative novatrice qui va impacter son développement. 1, 0. Bravo. Aux côtés du recteur de l'Université d'Abomey-Calavi pour sa mise en œuvre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accompagné de ses collègues de l'agriculture et de la promotion de l'emploi. Le pôle Biovalor voit ainsi le jour grâce à la coopération entre la Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi, la mairie de Zé et l'Agence française de développement. Aujourd'hui, grâce à la mairie de Zé, le projet bénéficie d'un aménagement agricole de 10 hectares destiné à la production et aux expérimentations agricoles. Cette collaboration, dont le but initial est d'assurer une meilleure intégration professionnelle des étudiantes et étudiants au développement de la bioéconomie béninoise, revêt multiples avantages pour notre commune. Alors, à Paris, quand ils ont vu qu'il y en avait 3 au Bénin, ils se sont dit, ça fait quand même beaucoup, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux répartir? Et on a regardé, le jury a regardé les projets dans tous les sens, et il n'y avait pas photo, c'est toujours les projets béninois qui revenaient au-dessus de la pile, donc on n'a pas pu trafiquer les élections. En plus, on ne le pas, on est quand même dans un... Le pôle Biovalor est une initiative du projet Biovalor soutenu par l'Agence nationale de la recherche et financé par l'Agence française de développement. C'est un dispositif que met en place la Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi pour assurer l'insertion professionnelle de ses étudiants à travers la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Il y a eu une difficulté et les terres, les espaces
mis à la disposition des universités n'ont pas été valorisés, au point où les communes ont commencé par récupérer leurs terres des universités. Je me tiens ici debout face à vous pour vous dire qu'à travers cet exemple, vous comprenez qu'il faut faire confiance aux universités. La formation, la recherche, c'est un long processus. Et il faut bien mûrir les réflexions avant de pouvoir passer à l'acte, comme le ministre l'a dit, que les réflexions précèdent les actions. C'est ça qui fait que le processus paraît long. Avant l'inauguration du pôle BioValor, les 3 ministres ont visité le rôle de technologie alimentaire et les autres unités de mise en œuvre du projet BioValor. C'est un sujet qui fait à nouveau débat. L'allemand et l'espagnol sont toujours enseignés dans le système éducatif béninois. Mais une question ce soir, ces langues sont toujours utiles d'être enseignées dans notre système éducatif. C'est la question que notre rédaction a posée au psychopédagogue Jean-Claude Romenon. Voici ce qu'il en dit. Vous avez constaté que dans l'arrêté interministériel qui publie le calendrier, le programme des examens nationaux, eh bien, certaines langues étrangères sont toujours programmées. Alors que les élèves, les parents se seraient attendus à ce que ces langues-là soient remplacées par d'autres matières. Mais tel n'a pas été le cas. Je crois que les responsables de notre système éducatif ont eu à cœur non seulement de préparer notre jeunesse à bien dominer les réalités de leur pays, qu'est le Bénin, les réalités de l'Afrique, mais aussi de les préparer à vivre les réalités de la mondialisation. Et c'est pour cette raison que, au Bénin, nous n'allons pas apprendre à nos enfants seulement à parler nos langues nationales ou à parler le français. L'espagnol et l'allemand sont toujours des langues étrangères enseignées au Bénin. On a dit l'espagnol, on a dit l'allemand. L'espagnol, c'est la langue parlée d'abord par l'une des grandes puissances européennes, l'Espagne. Ensuite, en Amérique, la plupart des pays américains sont de langue espagnole. Il n'y a pas que les États-Unis. Même aux États-Unis aujourd'hui, l'espagnol tend à supplanter l'anglais. Ça veut dire que nos jeunes qui un jour voudront aller s'établir en Californie, dans le Nevada, par exemple aux États-Unis, il faut qu'ils sachent parler espagnol. S'ils doivent aller travailler un jour en Espagne, au Chili, au Mexique, au Guatemala, il faut qu'ils sachent parler espagnol, sinon ils ne pourront pas s'adapter. Ça, c'est pour l'espagnol, ça. L'allemand. L'allemand, c'est la langue de la République fédérale d'Allemagne, qui est le poumon de l'Union européenne. L'Allemagne est la plus grande puissance économique dans l'Union européenne. Même si il n'y a pas beaucoup de pays de langue allemande, c'est vrai qu'en dehors de l'allemand, il y a l'Autriche, il y a le Liechtenstein, il y a un canton de la Suisse, donc ça veut dire près de 4 pays puissants qui parlent allemand. Donc, il peut être aussi utile pour nos jeunes de parler. Il y a beaucoup de jeunes béninois qui ont émigré en Allemagne, qui travaillent là-bas, qui vivent là-bas et qui reviennent de temps en temps en vacances chez nous. Et c'est pour cela que notre système éducatif a accordé une place à l'enseignement et à l'apprentissage de l'allemand, langue étrangère. Donc, ce n'est pas une fantaisie que d'imposer à notre jeunesse, en dehors de l'apprentissage du français et de l'anglais, de connaître aussi d'autres langues étrangères comme l'espagnol et l'allemand.
C'est une situation inédite dans le département des Collines, précisément à Savalou. Plus de 3 jours sans qu'aucune goutte d'eau ne jaillisse du robinet. C'est le calvaire des populations de Savalou et environ, une situation pénible qui oblige les hommes et les femmes à faire chaque jour la course à l'eau potable dans les forages. Certains en ont fait même un job, celui de livreur ou de revendeur d'eau de forage. Les détails de ce drame inédit avec Ulrich Ekoegaba, candidat en état. Il a beau tourner le robinet, rien n'en sortira. Déjà 3 jours que l'eau potable manque cruellement dans les robinets de la Soneb à Savalou. Pour travailler, on a toujours le problème d'eau, des Soneb surtout. Il faut dire qu'il n'en parle aussi chez le maire. Je ne parle aussi depuis 3 jours, depuis 3 jours, 3-4 jours. Mon robinet n'a pas d'eau dans mon robinet. Le constat amer est là, où Savalou souffre cruellement de l'eau. C'est une situation devenue habituelle dans la cité de Soka et environ. Une pénurie d'eau potable à laquelle les autorités essaient de trouver des solutions depuis des années. Je ne saurais dire que le gouvernement n'est pas en train de prendre les dispositions. Parce qu'il fallait venir ici les années 2016, 17, 18, 19 pour voir ce que c'est que la rareté, la pénurie d'eau. C'est vrai que le taux de couverture tend à s'améliorer avec les appuis ou les initiatives publiques et privées qui sont entreprises ça et là. Mais ce qui est certain, c'est que la question n'est pas encore définitivement réglée. Les populations sont obligées de se ruer vers les forages. C'est un véritable commerce qui se développe autour de cette denrée vitale. On utilise l'eau de forage. S'il n'y a plus de l'eau de forage, on est obligé de nous amener de l'eau à l'extérieur. On met ça dans les tanks. Il y a certaines personnes qui ont des forages ici et puis on essaye d'aller payer l'eau chez eux et puis venir revendre aussi à ceux qui en ont besoin. Pour prendre un tricycle complet, c'est à 500 que nous prenons le tricycle. Maintenant, pour les livraisons à nos clients, on prend 2500. Quand je suis d'affaires, bon, des fois, on gagne si on soustrait le prix d'achat d'eau et puis les frais d'essence. Bon, des fois, on est à 8 000, 10 000 des fois la journée. Mais ce n'est pas tous les jours. Aujourd'hui, nous avons levé 100 000 $, mais nous sommes déjà en train de lever 100 000 € pour amener de l'eau donc à Savalou. Et pour ça, ça se fait avec la Soneb, avec les institutions, avec l'administration publique qui, en la matière, est représentée par la Soneb, pour apporter de l'eau selon le programme que le gouvernement a prévu dans la zone de Savalou. En attendant que les solutions à long terme soient trouvées pour réduire les peines des populations, la situation sur le terrain reste critique et préoccupante. L'eau potable continue de se faire rare dans les ménages. Et après le constat de notre rédaction, on voit la sortie du directeur départemental des eaux et des collines de la Société nationale des eaux du Bénin, Soneb, Kodjo Sodokin Toulas, s'est prononcé sur la situation de la ville de Savalou en matière d'accès à l'eau potable. Il a surtout mis l'accent sur les efforts ainsi que les investissements faits par le gouvernement en vue d'améliorer la qualité de la source de vie. Voici ses explications. La ville de Savalou est confrontée depuis plusieurs décennies à un déficit d'investissement pour sa bonne desserte en eau potable. Les capacités du système d'alimentation en eau potable existant se sont révélées insuffisantes pour satisfaire les besoins en eau potable des populations. En 2020, le gouvernement a réalisé plusieurs forages dont certains ont été raccordés à la station de traitement de Dénou qui a été construite. Et c'est ça qui alimente présentement la ville de Savalou. Et malgré ces investissements, la ville reste faiblement desservie. Face à cette situation, 5 forages ont été réalisés et l'ensemble des forages vont débiter environ 84
4 mètres cubes par heure. En dehors de cette phase en cours, il y a les travaux d'urgence qui prévoient d'améliorer la situation en eau potable à Savalou à partir des installations existantes afin de doubler la capacité de production actuelle et faire passer de 540 mètres cubes jour à 1200 mètres cubes jour. Cette phase comprend la réhabilitation des forages existants et le remplacement de conduites PHD de diamètre 160 sur une longueur de 5 km. Les travaux sont prévus en fait pour démarrer à la fin de ce mois. Enfin, toujours pour Savalou, dans le cadre du grand projet structurant de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Savalou, il est planifié par le gouvernement la réalisation des travaux confortatifs pour porter la capacité de production d'eau de la Sonève à 2500 mètres cubes par jour. Ces travaux sont prévus pour démarrer en juin 2024 et c'est prévu pour durer 12 mois. Vous voyez que le gouvernement finance déjà d'importants projets d'investissement pour améliorer la desserte en eau. Nous invitons la population à la patience. D'ici à là, les difficultés liées à l'approvisionnement en eau potable de la ville de Savalou seront définitivement réglées. Et pour boucler, on parle de cet atelier bilan et de planification des activités au titre de 2024 du projet d'appui à l'égalité du genre. Les assises d'Abomey rassemblent les responsables et autres acteurs des centres de promotion sociale ainsi que des directions départementales des affaires sociales de la microfinance. Occasion pour eux de faire le point des actions menées au cours de l'année précédente, mais aussi planifier celles sur la période 2024. Les détails, y met Hélène Amousson. Réunis ici, ces hommes et femmes ont 3 jours pour mener des réflexions constructives, consensuelles et inclusives, tous des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet d'appui à l'égalité du genre PAEG. Ils interviennent dans les centres de promotion sociale CPS ainsi que les directions départementales des affaires sociales et de la microfinance. Ces assises seront le cadre de faire le bilan de la première phase du projet. Nous allons essayer de nous évaluer et chacun verra la performance atteinte et essayer de revoir encore les indicateurs pour atteindre de plus belles performances pour le compte de l'année 2024. Je voudrais vraiment souhaiter que les différents budgets soient revus à la hausse pour le compte de l'année 2024 parce que nous avons vraiment des défis à relever dans nos départements. C'est aussi le moment de rappeler les principes clés du programme, de rappeler les normes et procédures pour une bonne gestion du programme. Donc j'invite les uns et les autres à une attention soutenue pour que nous puissions travailler ensemble pour l'atteinte des objectifs. Outre faire le point des activités réalisées au niveau des centres de promotion sociale et des directions départementales dans le cadre du PAEG au cours de l'année 2023, les participants à l'atelier auront également à planifier les interventions et actions à mener en 2024, tout en tenant compte des expériences et leçons apprises durant les 12 derniers mois. Ainsi donc, dans un premier temps, chaque acteur ici présent aura l'occasion de nous présenter son niveau de réalisation des activités de 2023, ses principaux résultats obtenus, de même que les difficultés rencontrées et les solutions proposées ou suggérées, sans occulter les bonnes pratiques enregistrées. La deuxième partie de notre atelier sera consacrée à l'étude des PTA de 2024. Nous sommes conscients que l'année 2023, première année de mise en œuvre effective des interventions du PAEG 1 sur le terrain, n'a pas été sans difficulté. C'est ici le lieu de remercier tous les acteurs à divers niveaux, principalement toute l'équipe de la coopération suisse au Bénin et l'unité de gestion du PAEG 1 pour les appuis techniques constants pour la gestion de ces difficultés. Nous témoignons donc toute notre reconnaissance à nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent à régler ces problèmes et à surmonter
les difficultés au niveau des structures déconcentrées. Il faut rappeler qu'à travers le PAEG, le gouvernement et la coopération suisse au Bénin se sont engagés à renforcer l'égalité du genre au sein de la population et à réduire de manière durable la vulnérabilité socio-économique des femmes. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.